Thank you, Nicolas and Laurent. I think we are not late. We have 4 minutes, less than 4 minutes, 3 minutes. Okay, now we will ask Claudio. Claudio, we talk about Claudio, but who is Claudio in Italy? Before the contact begins, please tell us about your radio station, where you are, and how you will handle the conversation today. Okay, thank you, Joseph, for your presentation. Okay, briefly, our Telebridge station is located, as you said, in Casale Monferrato Airport in northwest of Italy, between Milan and Turin, 100 kilometers. When T minus 30 seconds, I go to call Thomas Pesquet aboard the ISS operating today with Foxtrot X-ray 0 India Sierra Sierra call sign. As soon as the signal will be loud and clear, I will invite the student to start with first question. For the student, please don't forget to say over, because this is a very important thing to coordinate the conversation between us and the astronaut. So now I see the ISS approaching to Europe in this moment, and we have 2 minutes and 10 seconds to the contact. So microphone back to you, Joseph. Okay, thank you, Claudio. Thank you, Claudio. And we can see maybe on your video on the background that you have an airfield behind you, and sometimes we see parachute activity. Okay, we have 1 minute now. Plus qu'1 minute en français. Donc, rappelez-vous que cet événement, cette liaison radio-amateur est purement expérimentale, comme toutes les activités radio-amateurs, et que nous ne pouvons en prédire le résultat positif ou négatif qu'à la fin de l'expérience. Donc on vous souhaite tous que ça se passe bien. Et à tous les élèves, n'oubliez pas, comme l'a dit Claudio, de bien dire over, c'est vraiment l'élément qui permet de commuter émission-réception. Et Thomas Pesquet fera la même chose également, à la fin de chaque réponse. Okay, I think we have 1 minute. So in a few seconds, the station should be coming over north of Italy. It's all yours, Claudio, and good luck. Okay, Joseph, the International Space Station approaching very quickly to Italy. We have 45 seconds in this moment, 2 degrees minus for our station. Okay, I'm calling now. Foxtrot X-ray 0, India Sierra Sierra. This is India Kilo 1 Sierra Lima Delta. Telebridge ground station calling for a scheduled Irish contact. Do you copy, Thomas? Over. Foxtrot X-ray 0, India Sierra Sierra, India Kilo 1 Sierra Lima Delta. Telebridge ground station calling for a scheduled Irish contact. Do you copy, Thomas? Over. India Kilo Unité Sierra Lima Delta. This is Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra. I copy you 5 Ciao. Okay, Foxtrot X-ray 0 India Sierra Sierra, Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra, the same. India Kilo 1 Sierra Lima Delta. Buon après-midi, Thomas. Your signal is loud and clear. If you are ready, I'm going to pass the microphone to the first question in Toulouse. Over. I am ready, and thanks for doing this, and buon pomeriggio. Ciao, over. Buon pomeriggio, ciao. Go ahead, Lini. Bonjour Thomas, ici Lini. Si vous retourniez en enfance, qu'est-ce que vous auriez aimé voir comme mise en scène du spatial dans la culture populaire? Over. Bonjour Lini, écoute, j'aurais aimé voir exactement ce qui se passe en ce moment, et on a plein de films sur le spatial, que ce soit Seul sur Mars ou Gravity ou des choses comme ça. On a plein de références qui font que les gens en fait s'habituent à voir le spatial dans la vie de tous les jours. Ça fait partie de la culture des gens, et c'est ça que j'aurais bien aimé voir quand j'étais jeune, et c'est ça que vous avez la chance de voir en ce moment. Over.
Merci Thomas. Ici Hector. Concevez-vous le métier de spationaute comme plus difficile pour les femmes, dans la mesure où elles sont bien moins présentes que leurs homologues masculins dans la conquête spatiale? Over. Bonjour Hector, il n'est pas plus difficile pour les femmes, c'est juste qu'il a été, comme beaucoup de métiers, malheureusement un peu pensé pour les hommes au début. On s'est dit de toute façon ce sera que des garçons, donc on n'a pas pris la peine de faire en sorte que ce soit un peu plus inclusif. Par exemple, les combinaisons spatiales, elles sont en taille plutôt grande, il n'y a pas vraiment de taille petite qui ont été prévues, alors que c'est pas du tout plus difficile, c'est juste que ça n'a pas été fait. Pareil pour les toilettes, tu sais, les interfaces sont un peu plus adaptées à l'anatomie des garçons qu'à l'anatomie des filles. Voilà, je pense aussi qu'il n'y a pas beaucoup de rôle modèles, comme on dit. Les petites filles qui grandissent, malheureusement, n'ont pas beaucoup de modèles qui sont astronautes. On peut citer beaucoup de garçons, mais pas beaucoup de filles. Et je pense qu'il faut amorcer la pompe, et quand on aura des modèles filles femmes auxquelles les petites filles pourront s'identifier, on arrivera à la parité là, comme dans beaucoup d'autres domaines. Over. Bonjour Thomas, ici Erin. Quel est votre ressenti vis-à-vis des contraintes pour communiquer avec vos proches? Over. Bonjour Erin, écoute, c'est difficile, on a la chance dans la station spatiale d'avoir le téléphone sur IP et de pouvoir appeler à peu près quand on veut. Évidemment, c'est pas aussi simple que sur Terre, mais c'est quand même plus simple qu'avant. Par exemple, dans la station Mir, tu sais, où on partait pour 6 mois, il y avait presque aucun contact. C'est pas comme si on pouvait envoyer des lettres. Nous, on a les emails, on a le téléphone sur IP, donc on arrive à se parler régulièrement. C'est quand même difficile, c'est une des choses les plus difficiles clairement pour une mission de 6 mois, mais heureusement, écoute, nos proches sont là pour nous et nous, on essaie d'être là pour eux et puis on a hâte de se retrouver après la mission. Over. Bonjour Thomas, ici Alexandre. Qu'est-ce qui vous pousse à aller dans l'espace malgré les problèmes que cela pourrait causer sur votre santé? Over. Bonjour Alexandre, écoute, ouais, je sais pas, moi j'ai toujours aimé faire des choses, alors pas vraiment risquées, mais de me dire, j'aime bien pousser les limites un petit peu, ou expérimenter, ou tenter des choses, que ce soit sur Terre en parachutisme, en pilotage, ou des choses comme ça, mais je pense que c'est important qu'on explore en fait, tu sais, que quelqu'un le fasse, parce que je pense que ça a des bénéfices pour tout le monde, un peu pour toute la société, donc il y a un peu de risque à prendre au début, c'est pas non plus le bout du monde, je pense, hein. Ma première mission, tu sais, je suis revenu en très bonne santé, donc je pense que heureusement le résultat sur ma santé est minime et surtout que ça vaut la peine de le faire, c'est pour ça. Over. Bonjour Thomas, ici Noémie. S'il y a une catastrophe naturelle et qu'elle perturbe les communications de l'ISS avec la Terre, comment vous en sortez-vous? Over. Bonjour, écoute, merci pour le scénario catastrophe. Non, écoute, c'est plus ou moins prévu. C'est vrai que si tout disparaissait sur Terre, ça deviendrait un petit peu compliqué pour nous de rentrer, ne serait-ce que pour savoir à peu près quelle météo on va trouver. Tu sais qu'on se pose dans l'eau avec la capsule Dragon de SpaceX, donc évidemment on n'a pas envie de se poser en milieu d'un ouragan ou d'une tempête. Mais néanmoins, on pourrait être autonome. Évidemment, au bout d'un moment, il faudrait qu'on abandonne le navire parce qu'on pourrait plus être ravitaillé, mais ça pourrait durer assez longtemps. Et puis surtout, on a la capacité de revenir de manière autonome. Ce serait risqué, évidemment, mais on s'en sortirait. Over. Bonjour Thomas, ici Antonio. Nous avons entendu dire que, avant de dormir, vous voyez des flashs bleus causés par les radiations spatiales. Est-ce vrai? Over. Bonjour Antonio, alors oui, c'est vrai, c'est pas exactement des flashs bleus. On peut voir des petites, en fait comme des traînées, oui, bleues ou blanches. Et en fait, c'est quand tu as une particule un peu lourde, un ion positif qui arrive du fond de l'espace, qui est créé par, on ne sait pas trop quoi, une supernova, un soleil très très loin, qui nous traverse le globe oculaire. Ça arrive régulièrement parce qu'évidemment l'espace est plein de ces particules qui se baladent un peu partout. C'est pas spécialement dangereux, c'est un tout petit peu impressionnant. On le voit une fois de temps en temps, on le voit pas non plus extrêmement souvent, et puis au bout d'un moment on s'habitue. Over. Et bonjour Thomas, je m'appelle Mano. L'expérience éducative Tetris des étudiants de l'IUT de Toulouse doit permettre de visualiser les ondes en 3 dimensions. Avez-vous déjà réalisé une expérience comme celle-ci? Over. Bonjour Mano, non, enfin, si tu veux dire une expérience sur les ondes en 3D, non, donc c'est la première fois, c'est intéressant. Je m'en suis déjà un petit peu occupé, on va y revenir, je pense, la semaine prochaine sur cette expérience Tetris. Il y avait des expériences éducatives pendant ma première mission aussi, mais qui n'étaient pas exactement les mêmes, donc c'est toujours intéressant de laisser la place. Moi, je pense aux étudiants, aux plus jeunes, ils ont beaucoup de créativité, et puis il faut que cette expérience dans l'espace leur serve à eux, donc c'est toujours sympa de travailler avec eux. Over. Bonjour Thomas, moi c'est Eishta. Un étudiant sourd a participé au développement de l'expérience Tetris. Quel message voudriez-vous passer aux malentendants passionnés par l'espace? Over. Bonjour Esther, écoute, je le disais tout à l'heure, on essaie
d'être un peu exemplaire, un peu représentatif, un peu inclusif. Donc il y a évidemment plein de places dans les agences spatiales et dans les entreprises, tu sais, pour les gens qui sont malentendants ou malvoyants ou des choses comme ça. On essaie vraiment de leur laisser la place qu'il aurait dû. Et puis, tu sais, même à l'agence spatiale, on a un projet qui essaye d'étudier ce que ça prendrait d'envoyer quelqu'un qui a un handicap quelconque, hein, qui soit sur les membres, la vision, l'ouïe, d'envoyer quelqu'un comme ça dans l'espace. Alors, je dis pas que demain il y aura un astronaute malentendant ou malvoyant, mais du moins on essaie vraiment de regarder ce que ça pourrait impliquer pour les systèmes, et puis encore une fois d'essayer d'avoir des systèmes qui peuvent inclure tout le monde et pas seulement les gens qui sont en forme, bien portants, etc. Over. Bonjour Thomas, ici Julie. Nous aimerions savoir si, comme dans le film Sergio et Sergueï, vous avez déjà capté dans l'ISS par erreur des signaux de radio amateurs venant de la Terre. Over. Bonjour Julie, oui écoute, tu sais la radio amateur qu'on a à bord, il y a des astronautes qui s'en servent beaucoup le week-end juste pour s'amuser, faire des contacts avec un peu tout le monde. Moi c'était beaucoup dans le Soyouz, pendant notre première mission, pendant notre voyage vers l'ISS et retour, on captait beaucoup de radios, on avait des pêcheurs chinois, on avait la météo des aéroports, ça me rappelait quand on était pilote, enfin plein de choses qui étaient transmises sur des fréquences différentes et qu'on captait avec notre radio, c'était un peu sympa et ça nous faisait sourire. Over. Bonjour Thomas, pour la préparation de votre mission, est-ce que vous avez dû mettre entre parenthèses votre vie de famille et est-ce compliqué de la maintenir dans l'espace? Over. Bonjour Thomas, oui c'est clair que c'est compliqué, moi j'ai pas d'enfant donc c'est un peu plus simple, mais quand on a une famille, écoute, on disparaît pendant 6 mois, c'est difficile. C'est difficile, et puis surtout ce qui est difficile parfois c'est de revenir, parce que tu sais la vie continue quand t'es pas là, tout le monde se débrouille sans toi, et puis finalement quand tu reviens tu te rends compte que t'étais pas si indispensable que ça, donc il faut retrouver sa place. C'est sûr que c'est pas idéal pour la famille, mais encore une fois moi je pense que ça vaut le coup de le faire, et c'est des sacrifices qu'on est tous prêts à faire. Over. Bonjour Thomas, ici Juliette. Est-ce que vous avez hésité et est-ce que ça vous faisait peur de partir dans l'espace? Over. Bonjour Juliette, hésiter, non, tu sais, c'est toute ma vie, j'ai travaillé toute ma vie pour ça, hein, depuis que je suis tout petit quasiment, en tout cas depuis que j'ai ton âge je pense, et encore plus depuis que je suis à l'Agence spatiale européenne, donc avec des années, tu n'hésites pas, tu sais, tout ce que tu as fait c'est tendu vers ce but-là. Par contre, est-ce que ça fait peur? Oui, c'est sûr, c'est impressionnant, on sait qu'il y a des risques, on sait qu'il y a des fois où ça s'est mal passé, on espère que pour nous ça se passera bien, on fait tout pour que ça se passe bien, mais c'est impressionnant, ce que ça fait, c'est que ça nous fait prendre beaucoup de précautions, être très sérieux sur ce qu'on fait, parce qu'évidemment il y a des conséquences, donc c'est normal d'avoir peur, mais c'est pas pour ça que ça nous fait hésiter, on a quand même décidé de le faire. Over. Bonjour Thomas, ici Mathis. Comment vivez-vous le fait d'être aussi loin de la Terre? Over. Bonjour Mathis, écoute, on le vit bien, mais on est beaucoup aidé, tu sais, on n'est pas tout seul dans cette aventure, il y a plein de gens sur Terre qui nous aident, hein. Il y a des milliers de personnes qui travaillent dans le programme spatial et qui essayent de faire en sorte que ça se passe bien pour nous, donc c'est quand même vraiment un sport d'équipe. Après, on n'est pas aussi très très loin, on est à 400 km, c'est 400 km en altitude, c'est impressionnant, mais c'est quand même pas très très loin. Quand on ira vers la Lune ou vers Mars, nous aujourd'hui on peut revenir en quelques heures, hein, sur Terre. Quand on ira vers la Lune, ce sera à quelques jours, et quand on ira vers Mars, ce sera à quelques mois. Donc tu sais, si tu as un problème et que ta premier espoir de retour c'est dans quelques mois, ça va être compliqué. On y travaille, mais dans l'ISS on pense qu'on est encore dans la banlieue de la Terre et que ça nous donne plus de solutions. Over. From Ground Station, 1 minute. Bonjour Thomas, ici Léonine. Lors de vos différentes missions spatiales, avez-vous constaté une évolution de la déforestation sur Terre? Over. Bonjour Léonine, tu sais, oui, on a des satellites qui regardent ça sur le temps long, il faut quand même regarder sur plusieurs années. Moi je sais qu'en 4 ans je vois à peu près une différence, mais c'est difficile de conclure scientifiquement. Il faudrait vraiment avoir la même photo tous les jours pendant 5 ans et là on pourrait conclure, mais on a cette conclusion. On sait que malheureusement ça va un peu de pire en pire, mais on sait ce qu'il faut faire aussi sur Terre pour que ça aille mieux. Over. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces réponses que vous avez pu apporter à nos questions, et en espérant vous revoir au plus vite en tout cas sur Terre. Ouais, merci à tous, bonne chance dans vos études et dans votre carrière, j'espère qu'elle vous portera vers les métiers du spatial. En tout cas il y a vraiment de quoi rêver dans ce domaine, et voilà, j'étais heureux d'être avec vous aujourd'hui, et rendez-vous sur la Terre bientôt. Okay, thank you Thomas. Thank you from Italy. Ciao ciao from Ground Station. Voilà. Écoutez, ça s'est très bien passé quand même. On est un petit peu déçus, bien sûr, pour les derniers élèves, mais bon, je pense que là, on les remercie.
Vous avez quand même pu entendre que la liaison était d'excellente qualité sonore. Franchement, merci encore à Claudio par rapport à son travail et ses équipements. Donc même avec du matériel radio amateur, on a presque l'impression d'avoir un téléphone. Donc, je ne sais pas, Joseph, tu as coupé? Merci Joseph. Thank you Claudio. Thank you Joseph. Bonjour Lily, écoute, j'aurais aimé voir exactement ce qui se passe en ce moment et on a plein de films sur le spatial, que ce soit sur Mars, Gravity, des choses comme ça. On a plein de références qui font que les gens sont très habitués à voir le spatial dans la vie de tous les jours. Ça fait partie de la culture des gens et c'est ça que j'aurais bien aimé voir quand j'étais jeune et c'est ça que vous avez la chance de voir en ce moment. Over. Bonjour Hector, il n'est pas plus difficile pour les femmes, c'est juste qu'il a été, comme beaucoup de métiers, malheureusement un peu pensé pour les hommes au début. On s'est dit de toute façon ce sera que des garçons, donc on n'a pas pris la peine de faire en sorte que ce soit un peu plus inclusif. Par exemple, les combinaisons spatiales, elles sont en taille plutôt grande, il n'y a pas vraiment de taille petite qui ont été prévues, alors que c'est pas du tout plus difficile, c'est juste que ça n'a pas été fait. Pareil pour les toilettes, tu sais, les interfaces sont un peu plus adaptées à l'anatomie des garçons qu'à l'anatomie des filles. Voilà, je pense aussi qu'il n'y a pas beaucoup de rôle modèles, comme on dit. Les petites filles qui grandissent, malheureusement, n'ont pas beaucoup de modèles qui sont astronautes. On peut citer beaucoup de garçons, mais pas beaucoup de filles. Et je pense qu'il faut amorcer la pompe. Et quand on aura des modèles femmes auxquelles les petites filles pourront s'identifier, on arrivera dans d'autres domaines. Over. Bonjour Erin, écoute, c'est difficile. On a la chance dans la station spatiale d'avoir le téléphone sur IP et de pouvoir appeler à peu près quand on veut. Évidemment, c'est pas aussi simple que sur Terre, mais c'est quand même plus simple qu'avant. Par exemple, dans la station Mir, tu sais, où on partait pour 6 mois, il y avait presque aucun contact. Clairement pour une mission de 6 mois, mais heureusement, nos proches sont là pour nous et nous on essaie d'être là pour eux et puis on a hâte de se retrouver après la mission. Over. Bonjour Alexandre, écoute, ouais, je sais pas, moi j'ai toujours aimé faire des choses, alors pas vraiment risquées, mais me dire, j'aime bien pousser des limites un petit peu, ou expérimenter, ou tenter des choses, que ce soit sur Terre en parachutisme, en pilotage, ou des choses comme ça, mais je pense que c'est important qu'on explore en fait, tu sais, que quelqu'un le fasse, parce que je pense que ça a des bénéfices pour tout le monde, un peu pour toute la société. Il y a un peu de risque à prendre au début, c'est pas non plus le bout du monde, je pense, hein. Ma première mission, tu sais, je suis revenu en français. Heureusement, le résultat sur ma santé est minime et surtout que ça vaut la peine de faire catastrophe. Non, écoutez, si ça restait sur Terre, ça deviendrait un petit peu compliqué pour un ouragan ou d'une tempête, mais néanmoins on aurait pu être ravitaillé, mais ça pourrait durer assez longtemps. Et puis surtout, on a la capacité de revenir de manière autonome. Ce serait risqué, évidemment, mais on s'en sortirait. Over. Bonjour Antonio. Alors oui, c'est vrai, c'est pas exactement des flashs bleus. On peut voir des petites, en fait, comme des traînées, oui, bleues ou blanches. Et en fait, c'est quand tu as une particule un peu lourde, un ion positif qui arrive du fond de l'espace, qui est créé par, on ne sait pas pourquoi, une supernova, un soleil très très loin, qui nous traverse le globe oculaire. Ça arrive régulièrement parce qu'évidemment l'espace est plein de ces particules qui se baladent un peu partout. C'est pas spécialement dangereux, c'est un tout petit peu impressionnant. On le voit une fois de temps en temps, on le voit pas non plus extrêmement souvent, et puis au bout d'un moment on s'habitue. Over. Bonjour, alors bonjour Mano, non, enfin si tu veux dire une expérience sur les ondes en 3D, non, donc c'est la première fois, c'est intéressant. Je m'en suis déjà un petit peu occupé, on va y revenir je pense la semaine prochaine sur cette expérience Tetris. Il y avait des expériences éducatives pendant ma première mission aussi, mais qui n'étaient pas exactement les mêmes, donc c'est toujours intéressant de laisser la place, moi je pense aux étudiants et aux plus jeunes qui cette expérience dans l'espace leur serve à eux, donc c'est toujours sympa de travailler avec eux. Over. Bonjour Espace. Je le disais tout à l'heure, on essaie d'être un peu exemplaire, un peu représentatif, un peu inclusif, donc il y a évidemment plein de places dans les